sont intervenus sur un certain nombre de projets qui rentrent dans le cadre, donc effectivement, donc de l'accompagnement des collectivités sur des projets urbains et qui relèvent du coup de l'intelligence économique. Et lorsqu'on parle d'intelligence économique, on parle également aussi de la partie d'animation, la partie insertion, la partie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et ce sont autant de sujets qu'a abordé de manière très détaillée M. Pellevoisin, avec certaines illustrations. On pense notamment au chantier à Petit Bond avec l'artiste Al Pacman. Donc on remercie le Pôle emploi pour cette belle contribution sur la journée 1. La journée 1, pardon, toujours en après-midi, on a eu donc la visite virtuelle donc, de la ferme aquaponique, le grand projet de ferme aquaponique. Donc, effectivement, lieu, bon, toujours tenu secret, non pas par coquetterie, mais par discrétion et par engagement au niveau donc, de nos partenaires, puisqu'effectivement, c'est un projet confidentiel. Et lorsqu'on parle d'intelligence, on parle également aussi de confidentialité dans le domaine de l'espionnage. Donc, effectivement, c'est soumis au secret professionnel. Donc, on n'était pas en mesure de vous éclairer sur la localisation, mais je pense que ce qui vous intéressait, c'était plus sur les contenus, sur comment on met en place une ferme, enfin, un écosystème urbain autour de l'aquaponie et en quoi consiste, qu'est-ce que c'est que l'aquaponie tout simplement. Donc, c'est-à-dire voir un petit peu comment on a un écosystème complémentaire et qui permet justement d'avoir un tonnage intéressant en termes donc, de production halieutique, puisqu'on a parlé des poissons, un tonnage je crois, de mémoire entre 3 et 6 tonnes de poissons annuels, ce qui est assez intéressant par rapport à la consommation annuelle en Guadeloupe de 9 tonnes et aussi donc en parallèle production maraîchère. Donc c'était un petit peu les sujets qu'on a vus la journée 1. La journée 2 donc, qui a commencé ce matin dès 9 heures. Donc on a eu pour intervenant donc étranger M. Sanileo Petronella qui était plus sur la question, parce que même si c'était accès numérique, qui était plus sur la question de l'agriculture, donc de l'agricole, mais l'idée c'était justement de montrer que le préalable, en fait, à la Smart City, c'est aussi de gérer les urgences, de gérer le domestique. Et le domestique, on l'a abordé ce matin, c'est la question de l'eau. Le domestique, c'est aussi donc, la question agricole. Et effectivement, en termes de solutions, aborder des outils qui permettent de réconcilier le secteur primaire et le secteur tertiaire. On veut parfois opposer. Et c'est intéressant d'avoir justement comme grand témoin donc, Kenny Chamougon, qui a la double casquette Guadeloupe Tech donc, en tant que coprésident, mais aussi qui est territorial sur la ville de Bumao, qui a pu un peu nous éclairer sur les apports du numérique à l'ingénierie territoriale et singulièrement l'apport donc, de l'entreprise MightyTech, donc, qui est une entreprise qui allie, en fait, qui propose des solutions au monde de l'agriculture, mais grâce au numérique. Et aussi, on a eu comme grand témoin le plaisir et l'honneur d'avoir Gaël Musquet, donc effectivement activiste très reconnu au niveau international, demandé un peu partout et qu'on a le plaisir d'avoir pu recevoir ce matin en tant que grand témoin. Donc je vois que petit à petit, on a des connexions, donc on attend encore 2 à 3 minutes, quelques connexions encore avant. Il y a des intervenants qui ne sont pas encore connectés, donc comme pour ce matin, on leur accorde un petit délai. Et ensuite, on va partir sur la visite virtuelle donc, d'aujourd'hui qui concerne donc, le présent que beaucoup connaissent sûrement, mais aussi le futur d'Audacia. Donc, Audacia qui est aujourd'hui une pépinière d'entreprise. Donc, on connaît des pépinières ici, mais qui visent en fait à s'inscrire dans une démarche de technopole. Donc, un petit peu comme ce qu'on a comme pépinière exemplaire, hein, notamment dans le sud de la France, on a les cailles de Mireuil, de Pertuis. On a également, en termes de technopole, on a des cas bon, en Ile-de-France, mais qui sont moins adaptés à nos réalités. Mais on a quelque chose d'intéressant, c'est Sophia Antipolis, qui est effectivement autour, puisqu'on parle de numérique, qui est autour des TIC, qui a développé un projet assez exemplaire, sans, je le répète, sans segmenter le secteur primaire et le secteur tertiaire, puisqu'il y a aussi un volet agricole et agrotransformation dans ce projet. Donc, effectivement, on a encore 2 minutes encore, puisqu'on me signale à la technique qu'il y a des personnes qui sont en train de se connecter. Donc, effectivement, l'objet de la visite, ce sera de voir un petit peu Audacia, ce que c'est déjà aujourd'hui et ce vers quoi on tend. Donc, lorsqu'on parle de la technopole, Morne Bernard, donc un projet qui a été, vous le verrez hein, lors du reportage de tout à l'heure, qui est sur le site de Bimao, sur la ville de Bimao, mais transfert de compétences oblige, qui est désormais en gestion par Cap Excellence. Et lorsqu'on parle de technopole, donc futur technopole,
évidemment, c'est un projet donc d'ambition et d'intérêt régional. Donc, euh, on aura ces éléments d'éclairage sur le sujet. Donc, encore une minute, on me fait signe et on va pouvoir commencer la visite. Donc, je salue tous les intervenants déjà qui sont pour la plupart connectés, qui sont là. Je salue aussi tous les participants. Il y en a qui étaient là même plus de 30 minutes avant. Donc, je les salue. Merci d'être présents. Il y a des fidèles, des fidèles. Et puis, effectivement, dans encore pas une minute, on commence donc la visite donc, de Audacia. Alors, j'imagine que vous voyez bien. Je vais retirer le son un petit moment. Donc on est sur Emao. Donc vous repérez assez facilement, on a un centre commercial assez connu et de ce côté. Donc effectivement, on a la chance d'avoir cet outil, donc autant en profiter. On a effectivement la dimension paysagère qui est intéressante. On a ce gros équipement, donc le centre commercial que vous voyez, avec l'intérêt, en tout cas pour tout ce qui est mobilité durable, devant un parking assez conséquent. Lorsqu'on pense à parking de cette taille-là, surtout en entrée de ville, on passe pôle multimodal. Donc effectivement, dans les faits, c'est un peu utilisé à ces fins-là, mais ce sont aussi des chantiers pour la région qui a mené une enquête ménage-déplacement et au moyen de laquelle, en fait, effectivement, on aura une meilleure lisibilité sur ces pôles multimodaux à identifier et à placer en cœur de ville, dans le cadre notamment du SAR, mais aussi pour les communes, pour pouvoir avoir justement cette approche multimodale, puisqu'on n'arrête pas de parler de congestion, de s'en plaindre. Mais effectivement, si on n'a pas déjà cette réserve foncière en entrée de ville de préférence pour en sortie, puisque c'est selon, et si on n'a pas effectivement les possibilités en matière de transport commun en site propre, effectivement, c'est plus difficile de, de, de désengorger et surtout que lorsqu'on va d'un point A vers un point B, eh ben, ça reste toujours la même problématique lorsqu'on n'a pas ces transports communs en site propre, ces voies réservées. Alors, je vais décaler, on a vu, vous connaissez très bien ce commercial, la dimension paysagère, parce qu'effectivement, c'est ailleurs, la dimension paysagère vous saute aux yeux au niveau, par exemple, du choix des toitures, mais ça, c'est encore une autre question. On pense aussi à nos collègues de l'énergie sur les orientations que vous donne Joël aux collectivités sur la question énergétique et Jory en particulier sur justement l'impact en fait, du choix de votre toiture sur justement le confort thermique. Donc, on continue notre petit horizon, on va sur la rocade, on regarde la RN et on arrive au présent de Dacia. Donc, avant de se projeter vers le futur, on va se rendre à Audacia. Donc, c'est un petit reportage de 15 minutes qui va vous éclairer déjà sur le présent d'Audacia et ensuite, on va se tourner vers le futur. La vidéo, donc je disais, effectivement, c'est une vidéo qui va vous présenter le présent de Cap Excellence. De Cap Excellence, lapsus révélateur, mais effectivement, la migration vers Cap Excellence dans la gestion d'Audacia et avec les différents porteurs, les principaux intervenants, notamment de la ville, donc techniciens comme élus, mais aussi tout ce qui est accompagnement, puisque effectivement on parle de pépinière, on parle de pépins. Donc, on va voir tout de suite cette présentation. En mai 2015, la première pépinière d'entreprises innovantes de la Guadeloupe a ouvert ses portes à l'initiative de la ville de Bemao au cœur de la future technopole Caraïbe Audacia. Elle a été créée pour accueillir des entreprises innovantes dans les domaines des TIC, du développement durable et des énergies renouvelables, de l'agrotransformation ainsi que des sciences de l'ingénieur. Cet outil d'accompagnement au développement des jeunes entreprises est désormais géré par la communauté d'agglomération Cap Excellence suite au transfert de la compétence développement économique et promotion du tourisme. Cap Excellence a récupéré la compétence économique, donc forcément Audacia également, qui est la première pépinière d'entreprises innovantes créée en Guadeloupe, sur le territoire de Bemao, donc à Cap Excellence en 2015. Et donc ce sont des entreprises, jeunes entreprises innovantes qui s'y installent, on les appelle start-up en anglais,
Et là, ils trouvent tous les moyens logistiques, matériels et humains, secrétariats locaux, moyens techniques, matériels pour pouvoir développer leur activité. Et nous les accompagnons. Alors, donc il y a quelques domaines privilégiés qui cadrent un peu ces activités. C'est tout d'abord la technologie, l'information et la communication, le développement durable, l'agrotransformation, tout ce qui est ingénierie généralement, et enfin les énergies renouvelables. Et donc nous sommes fiers de pouvoir reprendre le relais après la ville de Bemao, d'Audacia, et beaucoup d'entreprises, beaucoup de même ont été déjà primées et nous donnons un élan nouveau à cet axe important parce que nous voulons créer évidemment non seulement d'activités économiques génératrices de croissance, mais également au final évidemment l'emploi. Depuis sa création en 2015, la pépinière accueille 8 entreprises innovantes réalisant des chiffres d'affaires allant de 60 000 € à 2 millions d'euros pour les plus dynamiques. Ces pépins, nom de la pépinière d'entreprise, collaborent, sont dans un espace commun, peuvent échanger, peuvent se conforter, peuvent faire de la recherche, avoir des idées et faire des actions concrètes. Donc elles arrivent à obtenir des marchés par ce biais-là, déjà des marchés locaux dans les Antilles et commencent à avoir des marchés au niveau national. Avec un environnement spécial qui crée de l'animation, auquel on apporte une collaboration en termes de contact, de thématiques, de petits déjeuners avec des thèmes, avec des interventions, des conférences, des interventions de banquiers, notamment parce que vous savez que les porteurs de projets, ces pépins-là, ont besoin vraiment d'être accompagnés. Donc non seulement nous les avons accueillis, nous les avons hébergés, mais surtout nous les avons accompagnés avec des compétences qui leur permettent d'aller au-delà de ce qu'elles auraient pu obtenir si elles s'étaient lancées toutes seules. La pépinière est en effet le terreau fertile qui permet aux jeunes pousses de se construire pour ensuite plus aisément se développer. Ces outils sont quelque part des accélérateurs de croissance, des accélérateurs de développement et qui permettent de réunir toutes les conditions de développement économique en un même lieu pour des entreprises qui ont un certain potentiel, telles que les startups que nous accueillons aujourd'hui à Audacia. J'en veux pour preuve que, comme premier bilan, en termes de création d'emplois et d'activités, les entreprises réunies à Audacia ont quand même généré plus d'une vingtaine d'emplois directs en termes de développement, que ce soit localisé à Audacia ou à travers des activités multisites. Ces entreprises ont généré quand même une vingtaine d'emplois et accueillent régulièrement au moins une quinzaine de stagiaires chaque année. La pépinière Audacia propose des rendez-vous d'échange réguliers sous forme d'ateliers ou de conférences ouverts aux entreprises hébergées, mais aussi aux autres entrepreneurs intéressés. Les pépins qui sont hébergés sont issus d'un processus de sélection assez long qui vise à pouvoir déterminer leur potentiel pour leur territoire. Donc à ce titre, ils bénéficient d'un panel de prestations allant de l'accompagnement aux différents services mutualisés, que ce soit en matière de secrétariat mutualisé, par rapport aux différents outils technologiques, salles de visioconférence, salles de réunion dont nous disposons, également des espaces, des lieux de vie en fait, tels que la cafétéria, la reprographie vont pouvoir peaufiner leur dossier. Audacia a pour vocation d'accompagner des startups dans le domaine de l'innovation, qu'elles soient technologiques ou non, mais il est vrai qu'à travers les différentes animations, les différents événements qu'on propose, des porteurs de projets peuvent participer à nos différentes sessions, ateliers, conférences ou autres entretiens individuels que nous proposons. Nous proposons des sessions d'ateliers thématiques sur des domaines relativement variés mais qui concernent l'entrepreneuriat spécifiquement dans l'innovation, que ce soit en termes d'organisation, en termes de commercialisation, d'outils vraiment pratiques qui sont mis à la disposition du public qui a l'occasion de s'inscrire à ces ateliers pour pouvoir les utiliser au quotidien dans leur entreprise. 2 administratifs sont présents au quotidien pour pouvoir accompagner le panel de chefs d'entreprise. Nous sommes ainsi appuyés par des prestataires techniques
qui s'occupe du coaching, de toute la partie coaching, sur les points stratégiques de développement de l'entreprise, que ce soit sur la partie juridique, la partie financière ou des points techniques spécifiques à l'activité des startups. Alors, l'accompagnement d'Audacia et des pépins d'Audacia est structuré autour d'un groupement dont le cabinet Kairib est le chef de file. Ce groupement comprend 3 cabinets, donc Kairib Partner qui s'occupe de toute l'activité analyse économique, analyse marketing, communication, ainsi que les problématiques d'organisation et de ressources humaines des pépins. Le cabinet InWest associé qui s'occupe des problématiques juridiques et le centre de formation ICS Caribéenne qui s'occupe de la formation linguistique en anglais et en espagnol. Alors, nous avons eu la chance d'accompagner ces mêmes pépins à la création même d'Audacia il y a déjà quelques années et donc là nous les retrouvons 2 ans et demi après. Donc ce sont maintenant des startups qui sont en développement. Donc l'objectif c'est de pouvoir accompagner certaines de ces startups qui sont maintenant assez hétérogènes en 2 groupes. Dans le premier groupe, on va avoir environ 4 pépins qui sont aujourd'hui suffisamment matures pour pouvoir envisager une internationalisation de leur business. Donc nous les accompagnons à l'internationalisation et à l'export pour pouvoir justement avoir des modèles économiques suffisamment fiables pour pouvoir développer leurs activités sur d'autres territoires. Dans le deuxième lot, on va retrouver 2 pépins qui, eux, ont besoin de consolider leur modèle économique pour pouvoir être performants sur le marché guadeloupéen. Les pépins hébergés depuis 2 ans par la pépinière ont donc bénéficié de l'accompagnement de Cap Excellence et des structures partenaires pour développer et structurer leurs projets. Audacia nous a permis de créer un réseau et d'être en relation justement avec nos collaborateurs qui sont les pépins, de pouvoir ou pas compléter nos activités par rapport à ce qu'ils font, être présentés aussi face aux politiques et qui connaissent maintenant nos solutions et qui nous permettent en fait d'avoir une meilleure visibilité sur le marché. Le fait d'être à Audacia et d'être dans une pépinière d'entreprise a permis au projet déjà de pouvoir voir le jour. Avec un certain nombre de risques en moins, puisqu'on a été accompagné par des professionnels, des chefs d'entreprise déjà pour la plupart, et des cabinets conseils qui connaissent un petit peu la stratégie marketing, qui connaissent un petit peu les arcanes de la comptabilité et de la communication par exemple. Donc ça nous a vraiment aidé à développer et à amener notre projet à voir le jour. Ces jeunes entrepreneurs sont désormais prêts à prendre leur envol et pour certains à conquérir le marché international. Nous avons effectivement eu 9 pépins au démarrage de cet accompagnement. Sur ces 9 pépins, on remarquera qu'il y en a 4 qui aujourd'hui sont en capacité de pouvoir attaquer l'international. On n'est pas loin de la moitié. C'est une bonne moyenne, j'ai envie de dire. Dans une pépinière en France dit hexagonale, on va retrouver des chiffres un petit peu différents, mais ici il s'agit déjà de la première et ensuite de la seule pépinière d'activité innovante. Donc on est assez content de ce résultat, assez fier, d'autant que ces 4 ont plutôt d'excellents résultats. On connaît Allmall en termes de billetterie sur le territoire. Softbridge a obtenu un statut de jeune entreprise innovante. C'est la 3e entreprise à obtenir un tel statut en Guadeloupe depuis la création d'un statut, dont je rappelle qu'il est national. Donc c'est un superbe résultat. Stéphane Selbonne avec Spoke Online est en train effectivement de mettre des choses sur pied qui vont pouvoir révolutionner la façon dont le commerce se fait dans des galeries commerçantes et dans le commerce de rue. Et enfin, Henri Artac sur la domotique, ce sont des sujets qui vont de toutes les façons concerner les propriétaires immobiliers dans les années qui viennent. Donc plutôt fiers effectivement de ce qu'ils ont fait. Ils ont besoin de continuer à être accompagnés parce que le marché est complexe, parce qu'à l'international c'est une autre histoire, parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves ici au niveau local en Guadeloupe et que le monde leur tend leurs bras et on est là pour que ça puisse effectivement voir le jour. Les perspectives de développement sont nombreuses. Déjà, nous comptons parmi nos membres 38 000 personnes qui ont téléchargé l'appli, dont 18 000 personnes qui sont actifs, donc qui sillonnent la Guadeloupe et qui peuvent avoir accès à des bons plans, à des offres, à l'info de la commune. Et aujourd'hui, nous comptons nous développer à Trinidad et Tobago, en Haïti et peut-être en Louisiane. Nos perspectives de développement sont là, puisque nous avons actuellement un projet avec le port autonome où nous travaillons sur tout ce qui est mesures de consommation énergétique sur la zone rifaire.
Donc à travers notre système, il sera possible d'identifier un conteneur et de pouvoir mesurer sa consommation énergétique. Donc conteneur, on parle de conteneur frigorifique. Après 2 années de fonctionnement, Audacia entend conforter son travail d'accompagnement des entreprises innovantes en étoffant les services offerts aux porteurs de projets. Alors à long terme, et même à moyen terme, nous souhaiterions avoir un espace coworking beaucoup plus grand, pouvoir les accompagner dans leurs projets de développement, faire en sorte qu'ils puissent trouver un accès plus facile aux finances, notamment au niveau du BFR, puisque vous savez que la Guadeloupe est constituée de TPE et a des difficultés à obtenir des financements, et en même temps les favoriser leur déplacement à l'export pour obtenir des marchés. Ce qui commence à être le cas, mais pas suffisamment, puisqu'il faut aller plus en avant, monter des dossiers, et c'est ce à quoi s'attellent le personnel qui encadre la directrice et ses collaborateurs qui encadrent Audacia. Aujourd'hui, la pépinière est à un tournant assez stratégique. Aujourd'hui, il s'agit de bien négocier ce tournant stratégique en renforçant la capacité d'accueil d'Audacia, en renforçant les partenariats que nous avons avec les acteurs de l'écosystème, hein, les associations d'entrepreneurs, les partenaires institutionnels et financiers. Donc il s'agit d'aller vers un outil modélisé qui permette d'améliorer les dispositifs en place, mais permettent aussi d'aller plus loin, notamment à l'internationalisation. Pour les entreprises qui vont à l'international, leur permettre d'aller plus loin en termes d'objectifs de croissance. Audacia s'inscrit dans le projet de Technopole, dont la pépinière est la première étape qui accompagnera les porteurs de projets de la phase de réflexion à leur installation dans un hôtel d'entreprise. Une structure d'hébergement après leur passage par la pépinière qui leur permet d'assurer une transition douce vers l'autonomie. Il faut dire que le projet Technopole est porté par la région et à ce moment-là, évidemment, Cap Excellence devient un partenaire fort de la région dans le cadre de cette Technopole. Il y a un marché en cours, il y a des études en cours qui vont bientôt aboutir, nous l'espérons fortement. C'est une volonté forte avec Cap Excellence qui a pris dans le cadre du transfert la direction de la gestion d'Audacia. Donc cette Technopole est en cours, cela permettra de passer à un cap supérieur et de passer à l'hôtel d'entreprise et en même temps de faire venir d'autres projets novateurs dans le cadre d'Audacia. Mais cet hôtel d'entreprise est appelé de nos voeux et nous l'attendons impatiemment. Alors, je suppose que vous m'entendez. Alors, du coup, on a pu voir un petit peu le président d'Audacia. The current situation in Audacia, some of you know it, most of you here know it, and now we're going to continue the visit, but we'd like to take a few questions. Yes, we'll take 5 minutes if you have questions on what was presented. À l'agglo. Ensuite, effectivement, so we had this transfer of responsibility from the city to the community of cities. Ainsi que, effectivement, donc au niveau administratif. And all the various administrative components, how the support is being given, Mrs. Piquion and Mr. Ogliac.
spoke about how we work with professionals and also the various figures, the statistics about the various startups that were supported for really succeed. D'affaires relativement satisfaisant, ainsi que 2 qui restent un petit peu en accompagnement renforcé pour pouvoir passer du stade de start-up au stade d'entreprise. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a pu voir. S'il y a des questions, on peut y répondre tout de suite. Sinon, on continue notre visite. Donc on se laisse encore 2-3 minutes pour des questions. Ah, alors, eh bien, Monsieur Faro a une question. Donc, je répète, je reprends sa question. Donc, combien d'entreprises qui sont sur site? Et il voulait savoir au niveau de la genèse, est-ce que c'est une restructuration d'immeubles qui existait déjà ou alors est-ce qu'on est parti sur du neuf? Alors, pour répondre à la question de M. Faro, le nombre d'entreprises à ce jour, aux derniers échanges qu'on a eus de start-up, c'est 9. Il y en a au total. Et sur ces 9, du coup, c'est pour ça que M. Aubiac disait qu'on est presque à la moitié donc, de pépins qui ont germé. Donc, ce sont 4 qui effectivement qui fonctionnent de manière satisfaisante et 2 qui sont en accompagnement, on va dire, qui sont dans une situation un peu intermédiaire. Et le reste, effectivement, est encore au stade vraiment de petits pépins, donc, mais avec des soucis qui sont abordés, traités par les accompagnateurs qu'on a pu voir, c'est-à-dire Kyrib, donc avec le groupement autour de, donc a présenté M. Yuri Obiak, ainsi que donc, les techniciens donc, de Cap Excellence notamment, sur l'accompagnement donc, de ces startups. Sur le fait que est-ce qu'on a viabilisé l'existant, est-ce qu'on a créé de toutes pièces, a priori, j'aurais préféré que ce soit un intervenant. Il y en a un qui est en train d'arriver, s'installer, en fait, pouvoir participer. Donc, j'aurais préféré qu'il intervienne directement. Mais a priori, c'est un lotissement, une zone mixte, en fait. Hein. Il y a une partie résidentielle avec des lotissements et il y a une partie, effectivement, comme vous connaissez un petit peu au niveau des services techniques, qui est du territoire communal. Donc, je suppose, en avançant beaucoup, voire peut-être trop, que c'est plus de la viabilisation d'existant ou alors, effectivement, ça souhaitait sur un terrain communal. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question, M. Farou. Très bien. Oui, tout à fait. Je pense que c'est plus une restructuration d'immeubles existants, mais très bien faite. Il laisse penser à du neuf. Très bien. Effectivement, on pense un petit peu, lorsqu'on voit l'architecture, on pense un petit peu à ce qui se fait sur pas mal de villes où, effectivement, des crues démographiques obligent, des anciennes écoles sont devenues des services techniques, où on accole en fait 2 écoles, une école maternelle et une école primaire. Donc, effectivement, ça a l'air d'être plus dans cet esprit-là, donc de recyclage et de reconstruire sur l'existant. Après, oui, je pense notamment au service technique donc de Mornalo. Effectivement, on a ce cas-là qui est une ancienne école. Donc, peut-être, vous pouvez corriger hein, si je me trompe, M. Faro, mais je pense qu'on est dans cet esprit-là de recyclage. Tout à fait. Je pense que c'est ce à quoi je pensais. C'est une ancienne école primaire. Je m'avance aussi peut-être comme vous, hein, qui a été restructurée. Lorsqu'on regarde les bâtiments dans un type de groupe scolaire paysager, bon, je m'avance là encore, mais bon, ça ressemble un peu à ça, effectivement. J'ai pensé à ça. Alors, est-ce qu'il y aurait
D'autres questions? Je rappelle qu'on a aussi des invités de la Martinique, donc une en particulier, qui peuvent aussi interagir avec nous, hein, notamment sur le cadre de pépinières en Martinique, ou en tout cas d'incubateurs de pépinières, d'accompagnement de jeunes entreprises, de start-up. Donc peut-être qu'il y a matière à échanger là-dessus. Donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Je ne sais pas si le micro fonctionne peut-être, ou alors vous pouvez directement poser la question aussi dans le chat et on peut la poser. Libre à vous en fait. Par contre, n'hésitez pas, me précise au niveau de la technique, n'hésitez pas à activer votre micro si il y a des questions par rapport justement à ça. Et s'il y a une intervention pareille, je pense très lourdement à Audrey, qui je suppose qui m'entend. Effectivement, si elle veut faire un témoignage, faire un retour d'expérience par rapport à la Martinique, qu'elle peut se connecter et interagir en activant son micro ou poser la question dans le chat, libre à elle d'intervenir. Et pour desserrer les taux sur Audrey précisément, hein, je vois qu'il y a aussi Jessica qui fournit un travail conséquent justement sur les écoquartiers. J'ai cité Mornalo et effectivement, donc elle est en thèse, ce me semble. Elle a une thèse sur les écoquartiers et spécifiquement de Mornalo. Donc effectivement, tu n'hésites pas. Si tu as une intervention sur le sujet, tu n'hésites pas. Effectivement, on sait que l'AUD de Mornalo, l'écoquartier de Mornalo, c'est aujourd'hui, hein, on peut le dire, en tout cas Mornalo cœur de Ripon, puisqu'il y a 2 AUD sur Mornalo. C'est la plus avancée, en tout cas, et c'est la plus belle dynamique, même s'il ne faut pas oublier, puisque l'agence 50 pas aussi présente, combien en fait les AUD accompagnés par l'agence 50 pas ont le vent en poupe et sont particulièrement dynamiques. Je pense à celle de Rivière-Sens, à celle de Calbassier, à celle de Pointe-Noire. Effectivement, il y a une belle dynamique qui est imprimée là. Donc, pareil, vous n'hésitez pas à réagir si besoin est. Est-ce qu'il y aurait des questions entre-temps? Madame Taurus, peut-être? Très active ce matin. Bon, je pense que tout le monde est empressé de découvrir peut-être le futur de Dacia. Très bien. Ah, Madame Taurus qui nous répond. Donc, pas de questions pour Madame Taurus. La question pour Madame Taurus. Voilà, je prends connaissance. Non. Très bien. On se donne encore 2-3 minutes. D'accord. Encore de réaction. Peut-être M. Faro qui est avec nous, hein, qui est urbaniste, donc il est responsable de la fonction urbanisme au CAUE, urbaniste au PQU. Donc, M. Faro sur justement, parce qu'on parle du sujet donc, de l'intelligence économique, peut-être une intervention soit directement sur le cas de Dacia, mais peut-être plus généralement sur la question de l'intelligence économique, des écosystèmes urbains, enfin, par rapport à son éclairage sur le sujet. Non, pas spécialement, sauf que je pense que des expériences comme celle-là vont, à mon avis, se multiplier. Pourquoi? Parce que ça représente quand même, d'abord pour la commune, c'est aussi une labellisation et un rayonnement de dimension internationale à travers des équipements comme celui-ci, hein. Maintenant, de plus en plus, on utilise les nouvelles technologies comme cela pour pouvoir rayonner. D'autre part, ce sont des niches d'emploi à forte valeur ajoutée, donc qui mobilisent à la fois
des résidents pour la commune et d'autre part, des entreprises comme celle-là à haute technologie n'occupent pas, comme on le voit d'ailleurs hein, sur le cas de Dacia, il me semble que cela n'occupe pas beaucoup de place, beaucoup d'emprise dans le paysage. Et c'est peut-être aussi une manière de, de développer et d'aménager du point de vue économique l'espace communal qui est restreint. Ça me fait penser d'ailleurs à une de nos manifestations que nous avions fait sur ce point-là. Ça remonte déjà à 2001, donc ça date. Et je pense que c'est ô combien d'actualité aujourd'hui compte tenu de la raréfaction du foncier. Et il est important, me semble-t-il, que pour pouvoir développer les activités sur un territoire, voilà un bel exemple qui, premièrement, n'occupe pas beaucoup de place, deuxièmement, comporte une forte valeur ajoutée avec un rayonnement, un dimensionnement international, et troisièmement, cela peut permettre effectivement à la commune de se labelliser dans des domaines bien particuliers. Et à mon avis, je pense que l'exemple que nous avons là sous les yeux serait intéressant à reproduire de manière intelligente, évidemment, sur un territoire restreint comme le nôtre, ce qui prouve bien qu'on peut arriver à du qualitatif sans pour cela avoir, comme c'était le cas dans les années 70 ou 80, voire même 90, des emprises foncières intéressantes, ce d'autant que nous sommes, encore je le répète, sur une île et que nous devons à ce moment-là bien peser le pour et le contre en termes d'occupation économique de l'espace. Et pour aller plus loin, je pense, et sans trop monopoliser, je pense qu'au niveau de nos documents d'urbanisme et de nos projets urbains, on devrait pouvoir labelliser et développer de manière intelligente, hein, sans faire concurrence évidemment en termes de complémentarité, des projets de ce type permettant effectivement à faire rayonner un archipel comme le nôtre, ce qui montre bien aussi par ailleurs, vous avez parlé hein, au début de l'exemple de Sophia Police. Donc j'ai vu, c'était d'ailleurs mon premier stage sans raconter ma vie, lorsque j'étais stagiaire à la Société d'économie mixte et d'aménagement de Créteil. Je me disais à moi-même, bon, pour avoir eu à piloter un projet de développement de technopole, que ça remonte aux années 90. On ne dira jamais cela en Guadeloupe. Eh bien, l'avenir, effectivement, plus de 25 ans après, me montre que j'avais tort et que donc c'est tout à notre honneur de pouvoir aller dans ce sens dans nos territoires ultramarins. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Et c'est une excellente initiative pour ma part, c'est très révélateur. Très bien, merci Monsieur Faro. On n'a pas eu de questions entre-temps. À part... Ah oui, vous avez une question, Monsieur Faro, directement. Madame Toulouse qui vous pose la question, qu'est-ce qu'on entend par labelliser et quelle démarche qu'il faut pour être labellisé? Donc, je pense qu'elle s'adressait d'abord à vous et je vais compléter au besoin. Alors, labelliser, il faut plus le prendre dans le sens d'une démarche, c'est-à-dire en termes de, moi je le vois plus en termes de marketing territorial, puisqu'aujourd'hui, il existe bien, du point de vue de l'action menée par les collectivités, ce qu'on appelle l'interventionnisme économique des collectivités territoriales. Donc, de ce point de vue, on pourrait très bien, je prends un exemple, une commune sans, vraiment à titre pédagogique, et ça n'engage à rien. Nous avons par exemple une commune comme les Abîmes, qui est le seul territoire communal comportant un aéroport international. En termes de labellisation, ça aurait pu devenir par exemple ce qu'on appelle un peu comme le fait Roissy en France ou Orly, une labellisation économique portée, tournée sur les métiers de l'aéronautique. Donc, ça pourrait se traduire, par exemple, en termes d'aménagement du territoire, en termes
Pour prendre cet exemple-là, enfin, ça reste purement théorique. On fait des lotissements, mais on peut faire un lotissement aéronautique. On développe des secteurs d'activité, comme l'exemple que nous avons là sous les yeux, mais ce serait tourné sur l'aéronautique. On développe la mobilité, mais ce serait également tourné sur le moins de consommation d'espace possible avec des points, des dessertes, liaisons bus ou autres, qui tournent vers l'activité aéroportuaire. C'est ça, en fait, la labellisation. C'est donner une dimension, un cachet bien spécifique qui part d'une volonté à la fois politique et économique sur un territoire donné. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez la réponse à votre question, donc Mme Taurus. Donc, voilà, donc M. Faro l'évoquait. M. Bini aurait pu l'évoquer s'il était présent, mais il a participé à la conception du projet, Mathias Bini, pardon, donc de la CCI. Donc, la question du marketing territorial, effectivement, qui aujourd'hui prend beaucoup d'importance lorsqu'on parle d'éco-quartier, lorsqu'on parle de technopole, de mégapole, de métropole. M. Faro, tout à l'heure, parlait de territoire ultramarin. Lorsqu'on parle d'exotisme, etc., et tout, ce sont des termes qui ont une connotation, qui ont un sens, une signification. Et effectivement, en termes de marketing territorial, ça a une importance donc de capitaliser sur une ressource ou sur un legs colonial, territorial, patrimonial, pour pouvoir, entre guillemets, promouvoir, parce que je n'aime pas dire vendre, mais promouvoir en fait une destination, un territoire donné. Donc, lorsqu'on parle de pépinière, c'est quelque chose de spécifique, c'est fléché. En termes même de financement, c'est quelque chose qui est fléché. Donc voilà. Si vous le voulez bien, je ne vois pas qu'il y ait d'autres questions. On peut poursuivre la visite. Donc, on va y procéder tout de suite. Donc voilà, retour à notre panneau. Et du coup, donc nous avons vu Audacia aujourd'hui. Nous pourrions aller faire un tour du côté de la zone industrielle de Jarry et humer à plein poumon l'air, mais nous réservons ça peut-être pour la fin de la journée si nous avons un peu de temps. Et nous allons nous diriger vers la future technopole Caraïbes. Pardon? Du coup, je crois que on n'entendait pas, vous n'aviez pas le son, de ce que j'ai compris. Donc, je vais vous remettre. Ah, il y avait le son. Très bien. Je vais donc reprendre.
m'entendez là? Là, vous m'entendez? Très bien. Donc, on va reprendre la visite, puisque c'est un rythme assez soutenu, hein, cette visite. Il faut savoir, effectivement, donc je laisse le panneau, que vous voyez un petit peu, on se déplace hein, en panoramique, voir un petit peu le site. Le site, il vous c'est familier pour certains, hein, puisque c'est le Mont Bernard, c'est là où, effectivement, on a le siège de la Guadeloupe, la première. Donc, on connaît un petit peu le site. Donc, l'idée, en fait, c'est de présenter un petit peu cette technopole, le Mont Bernard. On ne peut pas s'appesantir là-dessus, puisqu'effectivement, je vous ai dit, de la même façon que hier, c'était un projet à connotation très confidentielle, mais privée. Là, effectivement, la technopole de Mont Bernard, il y a effectivement une discrétion par rapport à l'évolution des travaux. Donc, on est en mesure de vous montrer le site, on est en mesure de vous montrer les premières esquisses, mais rien ne dit que ce sera forcément comment les choses vont aboutir, vont se concrétiser et vont se finaliser. Mais l'idée, c'était de vous montrer en primeur pour certains, puisqu'il y en a qui ont pu avoir l'occasion de le découvrir, notamment lors d'une intervention, une manifestation pardon, du CNFPT, ou alors en marge de manifestation d'un aménageur connu. Donc, on va vous montrer un petit peu les esquisses en fait de cette start-up. Donc, c'est tout de suite, je vous remets la visite et on commentera après, puisque le son en simultané n'a pas l'air de fonctionner. Très bien, donc à ce stade, vous avez pu voir un petit peu très rapidement, hein, je pourrais repasser pour ceux qui le souhaitent, puisque c'est une vidéo assez courte, en tout cas c'est ce qui nous a été autorisé de diffuser jusque-là. Vous pouvez voir un petit peu comment le projet, quelles esquisses en fait qui ont été proposées, hein, donc c'est-à-dire vous voyez autour en fait de cette technopole, donc très orienté universitaire. L'idée, c'est forcément, M. Faro parlait tout à l'heure donc du fait de construire sur l'existant. Là, effectivement, c'est penser en cercle concentrique. Donc, c'est une école hein, en urbanisme. C'est-à-dire identifier l'activité, la fonction, et autour de la fonction, y greffer des aménités, y greffer les aménités aux aménités, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on on peut prendre comme comparaison aussi ce qui se fait du côté du moule. En cercle concentrique, qu'est-ce qui a été fait? C'était identifier le vieillissement de la population depuis 89, après le cyclone Hugo. Donc, une population qui se trouve en littoral. Et ensuite, par rapport à ça, proposer 3 solutions. Proposer une solution qui a consisté à créer le programme donc Sergent Bonan-Vassor avec un mécanisme donc, de propriété. Mais chaque fois aussi, en cercle concentrique, il faut penser aux autres profils, donc pas forcément les personnes âgées. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là qu'il y a un deuxième projet qui a été proposé au niveau de Grand-Anse, donc en centre-bourg, ou qui se destine plus à des actifs, des couples, et avec un autre mode même au niveau architectural, plus dans la tradimodernité, c'est-à-dire que l'idée, c'est de garder l'enveloppe architecturale traditionnelle de la case, mais en la couplant avec des dispositifs qu'on a vu dans le reportage de la domotique. Ça tombe bien, puisqu'effectivement, il y a un gros effort qui a été fait en matière de domotique sur ce projet. Ça, c'était le deuxième projet. Et le troisième projet, donc, c'est le projet autour donc, de Royal Key, effectivement, où effectivement, on va viser encore une autre clientèle, un autre profil. Donc, ce sont des personnes parfois âgées, mais qui sont autour de la thalassothérapie. L'idée, en cercle concentrique, donc, on va revenir sur Audacia, c'est que en dehors des personnes directement concernées par la thalassothérapie, proposer des offres d'appartements de standing, proposer autour de cela, donc forcément les personnes qui
sont les métiers qui sont liés à la thalassothérapie. Il faut les héberger, il faut les loger ponctuellement ou à durée déterminée. Donc, effectivement, ça crée des cercles, ça crée une deuxième couronne. Et autour de cette couronne-là, puisque ces personnes-là aussi ont besoin d'avoir des activités, d'avoir des loisirs, ce sont parfois des couples, des actifs dont effectivement il y a le besoin immédiat, hein, par exemple d'avoir des enfants, d'avoir des crèches, etc. Et tout. Donc du coup, effectivement, c'est cette réflexion en cercle concentrique qui a été déployée sur le cas du moule. Donc très justement, pour revenir à la remarque de M. Faro tout à l'heure, c'est le même sujet qui se pose sur la technopole Mont-Bernard, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié une polarité, donc il y avait la polarité en question, enfin la centralité surtout, c'était le fait que la conjonction entre Jarry d'un côté et le centre commercial, mais sur les activités que vous avez vues annexes, et bien effectivement, on voit qu'on a un nœud, et l'idée c'était justement de créer une jonction, et à cette jonction, au cœur de cette jonction-là, donc c'est-à-dire au niveau du Mont-Bernard, ce qui avait été identifié, il faut le savoir, depuis le SAR, donc dans le SAR 2011, avait déjà été identifié ce site comme propice à l'établissement donc de cette technopole. Et bien du coup, ce qui a été fait, c'est que effectivement, c'était de proposer en fait cette technopole orientée universitaire, mais effectivement avec un déploiement d'activités, des loisirs, etc. et tout, sur cette technopole de Mont-Bernard. Donc je reprends le partage. Je crois qu'il y a des questions déjà à ce stade. Ah oui. Alors, il y a une question. Donc, quel est le rôle du CAUE dans la création de ces projets? Alors, je vais reprendre le partage. Je vais reprendre le partage et je vais laisser défiler. Alors, techniquement, sur l'AUD dont je parlais ce matin, donc l'approche urbaine durable, il faut savoir que cette approche, la ville de Bemao y a répondu. Donc, lors d'un appel à projet qui avait été lancé par le CAUE et l'ADEME. Et il y a deux projets sur lesquels ils ont répondu. Un qui concerne le bourg donc de Bemao et ses alentours, et un qui s'applique à Mont-Bernard. Donc vous voyez tout de suite les esquisses. On voit Moudong Nord, donc, qui est central par rapport au déplacement. Et on voit la zone d'études Mont-Bernard, la Jae Sud, Moudong Nord. Et effectivement, donc, le quartier de Mont-Bernard avait été identifié. Donc, dans le cadre, comme très souvent c'est le cas sur les AUD, c'est-à-dire les AUD, souvent lorsque une collectivité souhaite mettre en place une AUD, c'est soit pour la revitalisation de centre-bourg, soit sur des RHI qui n'ont pas abouti ou pas complètement, ou alors effectivement dans le cadre d'OAP, donc, où effectivement on a dit dans le PLU qu'on sanctuarise cet espace-là, mais on ne sait pas forcément quel projet qu'on va déployer là-dessus. Donc, c'était le rôle du CAUE, ça a été d'organiser l'événementiel, de lancer l'appel à projet donc, qui est porté par l'ADEME, d'organiser cet événementiel, cet appel à projet, de recevoir, d'accompagner la collectivité sur l'écriture en fait, donc, du projet. Et effectivement, donc, le DMAO a été retenu pour ces deux appels à projet, et notamment celui de Mont-Bernard. Et donc, du coup, les choses ont suivi leur cours, sauf que à l'état actuel des choses, l'AUD de BMAO sur le Mont-Bernard n'est pas active. Elle ne fait pas partie des 12 AUD actives sur les 21 au total. Et donc, du coup, les choses vont assez vite. Et effectivement, ben, les choses avancent au niveau de la ça n'empêche pas que les choses avancent au niveau de la technopole Mont-Bernard. Je vous ai expliqué aussi qu'il y a eu un transfert de compétences donc de la ville de Bumao vers Cap Excellence. Donc, effectivement, les choses ont évolué et on va encore plus loin puisque derrière le transfert de compétences vers Cap Excellence, aujourd'hui, la technopole de Mont-Bernard, dans ses dimensions, les dimensions et ses ambitions, ben, c'est un projet d'envergure régionale. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur le rôle du CAUE par rapport à ces projets. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, alors, on a une question, donc, à savoir, est-ce qu'on a été déjà sollicité par des communes de la Côte-sous-le-Vent, j'imagine, sur des approches urbaines durables? Alors, oui, effectivement. Donc, on a des communes, on a d'ailleurs, elles sont, je vous disais, assez actives, hein, et je souligne à nouveau l'efficacité de l'agence de 50 pas. Donc, il faut savoir que les AUD dont je vous parlais, euh, on a la possibilité pour une collectivité, lorsque, par choix ou lorsqu'on a besoin d'un accompagnement, de solliciter, et surtout lorsque le projet est conduit sur la zone, hein, d'influence des 50 pas, de solliciter l'agence des 50 pas pour avoir une sorte de maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc, c'est le cas à Pointe-Noire, donc sur la plage Anse Caraïbes, où effectivement, il y a un projet entre guillemets, redynamisation de cette plage, avec un certain nombre de problématiques que vous connaissez. J'imagine que vous êtes d'accord souvent. Donc, les problématiques en dehors des questions de risque et des questions aussi d'environnement, hein, puisqu'on est sur un pourtour qui est protégé justement pour la ponte de tortue. Mais il y avait des problématiques notamment donc, de domanialité qui perdurent d'ailleurs. On avait des problématiques en matière donc, environnementale et d'écologie d'élevage qui étaient contiguës à la ravine ou alors carrément presque au niveau de la mer. Donc, en plus, des élevages porcins. Donc, on sait quelle incidence que ça peut avoir au niveau sanitaire. On est en pleine crise sanitaire. Donc, c'est bien quand même de le souligner. Donc, effectivement, sur Pointe-Noire, on avait cette problématique au niveau de la plage d'Anse Caraïbes. Et il y a la problématique de déchets aussi, puisque on a eu des échanges, des arbitrages, des concertations sur justement l'opportunité de garder des conteneurs en bordure de plage ou alors effectivement de les orienter vers un peu en amont. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été présentées dans le cadre du projet de Pointe-Noire dans ce Caraïbe. Il y a aussi la question donc, des usages, puisque forcément, il y a un usage commercial et des personnes qui ont pas mal de poids, on dira, qui sont usagers commerciaux de la plage et qui ne sont pas forcément des usagers résidentiels, puisqu'il faut savoir que certains usagers résidentiels seraient en difficulté pour réagir. Donc, il y avait ces conflits d'usage qui existaient. Et donc, notre rôle aussi, c'était dans l'accompagnement de la collectivité sur ces arbitrages, notamment. Donc, ce projet, il continue, il est développé, il est porté donc, par la commune de Pointe-Noire avec l'accompagnement de l'agence 50 pas, avec une assistance à maîtrise d'ouvrage et avec toute l'équipe en fait autour des AUD, c'est-à-dire les équipes du CAUE, de l'ADEME, en termes de COPIL, de comité de pilotage, les associations, les riverains, les résidents, mais aussi dans le cadre de comité technique, on sollicite les personnes les plus opportunes. Par exemple, si on parle de risque, on va solliciter le BRGM ou la DEAL. Donc effectivement, ce projet, il suit son cours. Et vous verrez, en commune, on communique assez bien sur justement la tenue progressive des COPIL, des réunions publiques et des COTEC. On reste sur la Côte-sous-le-Vent, on a également la commune de Vieux-Habitants, où il y a 2 AUD, hein, mais il y en a une qui est active. Donc, il y a une au bourg, donc revitalisation du bourg de Vieux-Habitants, mais qui est un statu quo. Et on a une qui concerne la plage de Rocroi, donc on est encore sur une plage à peu près les mêmes problématiques. C'est une plage qui était très fréquentée, un peu comme la plage du Moule, hein, la baie du Moule à l'époque, et qui a perdu de sa fréquentation. Donc l'idée, c'est on parlait de marketing territorial, de retrouver de l'attractivité au niveau de cette plage. Pour question de domanialité, sont un peu pareils, des usages aussi, puisqu'il y a un restaurant, pareil, enfin, un hôtel-restaurant qui est passé là. Il y a des questions aussi de sécurité par rapport à l'utilisation du carbet, donc des ravines aussi qui déboulent sur la mer. J'ai parlé des pompes de tortues, de toute façon, c'est le continuum écologique, c'est le même, donc de Déhay à Vieux-Habitants. Donc effectivement, voilà ces problématiques qui sont traitées par le groupement en charge donc, de cette étude sur Vieux-Habitants. Donc, on a parlé de Pointe-Noire, on a parlé de Vieux-Habitants. Et puis sinon, les 2 autres AUD qui sont en Basse-Terre, enfin en tout cas Sud-Basse-Terre, donc il y en a une à Basse-Terre, donc à Calbassier. Donc là, effectivement, j'en ai parlé ce matin. C'est un quartier, c'est sur le quartier de Calbassier. Non, Baïf, non, je vous réponds tout de suite. Il n'y en a pas encore à Baïf, mais
très près de Baïf, puisque Calbassier, on est quasiment à la frontière. Et effectivement, sur Calbassier, des problématiques dont vous connaissez, question d'accessibilité, parce que c'est très accidenté. Et sans mauvais jeu de mots, mais c'est le quartier qui est cher à accident, puisque sa maison est juste en contrebas. Donc l'idée aussi, c'est de s'appuyer justement sur cette dimension patrimoniale pour valoriser donc, le secteur. Des questions de déchets, des questions aussi de risque par rapport au risque. Le sol est assez friable par endroits. Il y a même des maisons qui sont menacées par rapport à l'effritement de la pouzzolane. Et en amont, on a aussi des projets qui se développent, un vrai centre commercial qui est en train de se monter. Et j'en ai parlé aussi ce matin, le problème de passerelle. Quand je parle de passerelle, je ne parle pas de passerelle physique seulement, mais de passerelle même de l'emploi, puisqu'on parle d'économie, entre le quartier de Calbassier et la zone de Calbassier. Il faut savoir tout simplement que personne du quartier de Calbassier ne travaille dans la zone d'activité qui est à côté. Ce n'est pas forcément choquant en soi, mais ça peut sembler quand même surprenant pour vous qu'effectivement, qu'il n'y ait pas de passerelle du tout entre les deux. Donc l'idée aussi, c'est d'en parler un petit peu, de l'aborder. Ça fait partie des questions qui sont traitées sur cette zone de Calbassier. Et puis Calbassier, on peut difficilement parler de Calbassier sans évoquer le fameux mur du cimetière qui menace, qui s'est déjà effondré à 2 ou 3 reprises, en tout cas par pan. Et effectivement, ça fait partie des éléments qui sont traités, abordés. Et je parlais de l'agence des 50 pas. L'intérêt de l'agence 50 pas, c'est que c'est une agence qui est autant en capacité en études qu'en travaux. Et effectivement, lorsqu'on a des projets comme ça, où on a l'ambition de projets longs, mais on a l'urgence en fait du risque et de la menace, eh bien, en fait, l'agence 50 pas a cette latitude, a cette capacité à être très réactive et à sécuriser, par exemple, dans le cas du mur, très rapidement les choses afin que l'on puisse mener le projet long de manière concomitante à l'urgence. Donc, Baïf, non, mais Calbassier, oui. Voilà, vous répondez. Je vois que Madame Taurus réagit en même temps. Donc, effectivement, oui, tout à fait. Il y a un risque d'effritement, effectivement. Et du coup, qui impacte, comme vous le dites, puisqu'effectivement, il y avait un continuum littoral. On parle beaucoup d'engorgement, on parle beaucoup de liaison douce. Et effectivement, il y a un continuum qui existe partiellement, hein, qui est interrompu par endroits. Et l'idée aussi, c'est de favoriser en fait la, 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 la restructuration et la restructuration même entre Baïf et Basse-Terre, et voir, se dirigeant vers Goubert pour pouvoir avoir des liaisons piétonnes. Donc ça m'amène à Gourbert, où de la même façon, on a un projet, donc au niveau de pareil, un quartier qui se vit en tout cas et qui se dit à l'écart. Hein. Ça, c'est presque commun à tous les quartiers sur lesquels on travaille, c'est-à-dire que lorsqu'on est à Vieux-Bourg, les personnes de Vieux-Bourg le vivent se vivent en tout cas comme discriminées ou en tout cas mises à part en tout cas par rapport à une centralité, je ne sais pas quelle question de centralité, c'est le cas à Grand-Bay et c'est le cas aussi donc, du quartier donc, de Rivière-Sens où effectivement ils se sentent un peu à l'écart. Donc l'idée c'est surtout lorsqu'on est assez contraint puisqu'on est adossé à une autoroute, on est entre l'autoroute et la mer, pardon. Donc effectivement, peu de perspectives, mais on a des problématiques intéressantes, enfin, en tout cas complexes, mais aussi on a de grosses ressources sur ce quartier, puisque très bien placé, je parlais de la plage. On a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une appropriation du quartier par ses habitants. Il y a des travaux, par exemple, qui sont menés par les habitants de leur propre chef. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une appropriation forte. Il y a des questions qu'on appelle résidentialisation, c'est-à-dire que les personnes sont se sont tellement appropriées le quartier qu'elles prennent des initiatives dans sa gestion, dans son entretien. Donc voilà, donc effectivement, c'est notre AUD donc en Sud-Bastia sur lequel on travaille. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Mais au niveau du Sud-Bastia, ce sont les projets que l'on suit. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre question sur la pépinière, son présent, son futur, les acteurs? Je vois que les personnes attendues de connexion
Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait réagir. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des questions déjà. D'autres questions? Je vois Monsieur Ursule connecté. Est-ce qu'il y a des points à aborder, questions, un avis sur le sujet? Alors, j'ai une question sur le développement d'activités sur le littoral. Donc, c'est une question, mais il y en a deux, c'est une question deux en une. Je ne sais pas si mon collègue Joël est disponible. Il pourra peut-être répondre à la deuxième partie de la question, donc qui concerne énergie des marées, marée motrice, la houle. Donc, je pose la question. Donc, la question, c'est existe-t-il un plan de développement d'activité sur le littoral? Et je la distingue de la deuxième partie, type énergie des marées, de la houle. Donc, voilà. Donc, sur la première partie, parmi les AUD que je vous ai évoquées, il y a celle, donc, la première, donc, de BMAO, qui va concerner, qui concerne déjà donc, la zone de Birmingham. Donc, je parlais de continuum tout à l'heure, effectivement, donc de développer une vraie continuité sur cette zone de Birmingham, de la valoriser avec aussi d'activités maritimes. Donc, oui, sur ce cas précis, notamment, c'est le cas. Sur les activités, donc je reste sur le développement d'activités sur le littoral, sur les différentes AUD, parce qu'il y a une AUD à Bouillante, par exemple, où effectivement c'était une AUD très ambitieuse, où on voulait faire un projet donc, de revitalisation de centre-bourg autour de la géothermie. Donc ça se rapproche peut-être plus de votre question. Malheureusement, c'est une AUD qui est arrêtée et ce n'est pas figé, mais en tout cas qui est arrêtée, mais effectivement où l'idée c'était de tabler sur ça, cette géothermie, pour pouvoir proposer autant des solutions en énergie renouvelable que des solutions aussi économiques, c'est-à-dire autour de la géothermie, autour de, je parlais de la thérapie tout à l'heure, effectivement c'était l'ambition de ce projet-là, mais qui malheureusement, je vous l'ai dit, est à l'arrêt. Et sinon, en termes d'activité littorale, viabiliser les activités qui existent déjà sur le littoral, je pense à Anse Caraïbes, parce qu'il y a un certain nombre d'activités déjà sur place. Et pareil, sur les zones de Rocroi, il y a aussi c'est aussi envisagé, en tout cas, comme le cadre, en fait, donc, de développement d'activités économiques, donc le littoral. Et là, même si on n'est pas forcément sur le littoral, quoique, sur les deux AUD de Morne-à-l'Eau, donc celle de Cœur de Grippon et celle de Vieux-Bourg, le littoral et plus généralement l'eau aura une place fondamentale. Sur Cœur de Grippon, le canal des Rotons, on connaît sa vocation nourricière, on connaît sa vocation, sa dimension patrimoniale. Donc l'idée, c'est justement de donner à ce canal des Rotons une importance sur peut-être des solutions énergétiques, ça reste à voir, ce sera l'ingénierie, la technique qui le dira. Mais effectivement, le canal des Rotons a beaucoup d'importance sur ce volet de AUD Cœur de Grippon. Et sur l'AUD, donc Vieux-Beau, pardon, là, effectivement, on a les deux. On a le canal des Costières, donc qui contigu complémentaire séquent au canal donc, des Rotaux, où effectivement se prête, les berges se prêtent à de l'activité économique. L'idée, ce n'est pas non plus de dénaturer, de déstructurer l'existant, parce que les habitants de Vieux-Bourg, surtout, leur disent et leur répètent, ils tiennent à l'authenticité des lieux, mais il y a cette dimension littorale, et forcément, donc je parlais des canaux, mais il y a le littoral, le très beau littoral donc, de Vieux-Bourg, et qui est justement un facteur d'attractivité. D'ailleurs, il y a au niveau des services fonciers, l'urbanisme, ils sont, je pense, assez sollicités, puisque personnellement, je ne connaissais pas trop cette zone, et effectivement, c'est un cachet authentique, esthétique très important.
Et lorsque l'on sait que juste à côté, hein, le développement de Perrin, donc effectivement, il y a déjà aussi donc, des passerelles, des dialogues qui se nouent entre l'afflux occasionné en tout cas par le développement de Perrin autour de la zone du CHU, autour du CHU, et effectivement donc, le caractère bucolique, romantique même hein, de la zone donc, de Vieux-Beau et avec son authenticité. Donc voilà. Et puis, ne pas oublier aussi qu'avec Vieux-Beau, on parle de marketing. Un des atouts numéro importants, en tout cas, c'est le port, donc, qui est en gestion départementale, mais aussi la plage de Babin. Donc voilà. Donc, et puis les îles autour. Donc, oui, il y a des projets qui touchent à de l'intelligence et du développement économique sur du littoral ou sur des berges. Bien, alors, très bien. Alors, on a une remarque, et là, je vais, avant de passer à cette remarque, peut-être que je vais laisser mon collègue Joël Paul réagir sur la question. Donc la question, c'était, existe-t-il un plan de développement d'activité sur le littoral, type énergie des marées et énergie de la houle? Donc, énergie marémotrice, énergie de la houle, est-ce que lui, il aurait, dans le cadre de ses activités, il sera en mesure de répondre à cette question? Ok, bonjour à tous. Alors à ce sujet, de ce que je sais, c'est que l'Université des Antilles travaille sur la question depuis un certain nombre d'années pour justement développer l'ensemble des énergies marines sur notre territoire. Un projet était plutôt en cours d'expérimentation à la Martinique, et ici nous sommes un petit peu plus à la traîne là-dessus, mais notre PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, laisse quand même une place au développement des énergies marines. Donc c'est dans les tuyaux, ça c'est en réflexion, mais sur le côté opérationnel, nous ne sommes pas encore en phase de réalisation de projets spécifiques et opérationnels. Voilà. Merci. Merci Joël. Donc, merci pour ces retours. Donc, je rappelle Joël Paul, qui est donc conseiller en énergie partagée donc, au CAUE. Donc, effectivement, donc, qui a la mission donc, de conseiller, comme son nom l'indique, des collectivités sur les questions énergétiques et les questions de maîtrise de l'énergie. Donc, on a une réaction donc, aussi sur, et là, je vais me tourner à nouveau vers un collègue, hein, M. Farou en l'occurrence. Donc, la question, elle est sur l'inquiétude par rapport au passage en RNU. Et effectivement, le passage en RNU qui menace hein, au gosier, et effectivement, l'incidence, les conséquences sur les projets urbains à venir. Donc, avant que M. Farou n'intervienne, s'il est disponible, effectivement, je le disais, on travaille donc avec la commune donc, du Gosier sur le cadre de l'aménagement de Grand-Bay. Donc, c'est un projet où, dans un premier temps, nous avons accompagné à le fait de renouer le dialogue hein, entre les parties prenantes, c'est-à-dire l'État, la commune et les associations. Donc, on a pu le faire donc, grâce à cette démarche d'approche urbaine durable. On a procédé à de la concertation, et puis effectivement, on est allé un peu plus loin, accompagner la collectivité. Et ça a conduit à un processus très original, hein, puisque effectivement Grand-Bay se détache à ce niveau-là, puisqu'on a fait de la concertation, on a innové en matière d'exercice, d'expérimentation sur le cas de Grand-Bay. Et effectivement, donc, le problème du PLU avec des pétitionnaires et cette menace donc, du RNU fait qu'effectivement, il y a pas mal de questions et de questionnements sur le devenir de ces projets. Donc, je laisse à M. Farou, s'il est disponible, le soin de réagir à cette question donc, sur l'inquiétude du passage en RNU au niveau de la commune du Gosier. M. Farou. Oui, rebonjour à tous. Merci Axel. Donc, pour répondre à la question, donc, il faut savoir en préambule hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la commune du Gosier avait déjà son PLU approuvé et opposable au tiers hein, depuis quelques années. Et malheureusement, le PLU a été attaqué. Donc, le PLU ayant été attaqué, donc le Code de l'urbanisme prévoit que c'est le document antérieur, en l'occurrence le plan d'occupation des sols, qui s'applique pour une période de 2 ans. Le législateur n'a pas été très
comment dirais, très généreux en termes de délai. Et il est bien évident que en 2 ans, il est matériellement impossible de refaire un PLU pour le mener, en tout cas, jusqu'à l'opposabilité au tiers dans une période de 2 ans, surtout compte tenu de la taille de nos communes, c'est assez délicat. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le PLU ayant été annulé par, peu importe la Cour, ce n'est pas ça l'important. Donc, dans une période de 2 ans, la commune n'a pas eu le temps, malheureusement, le temps matériel de pouvoir refaire l'étude de son PLU pour la mener jusqu'à l'opposabilité au tiers. Il s'ensuit qu'à partir de mars 2021, ce sera donc le règlement national d'urbanisme qui va s'appliquer. Alors, le règlement national d'urbanisme, de manière très concrète, qu'est-ce qui va se passer? Ne seront constructibles sous le régime du RNU que ce qu'on appelle la PAU, c'est-à-dire les parties actuellement urbanisables, en l'occurrence le centre-bourg qui est aggloméré, ainsi que quelques autres agglomérations, mais pour lesquelles le Quidam n'aura pas la définition des périmètres, puisque qu'est-ce qui se passe lorsque l'on passe en RNU? Ce sont les services de l'État, et en l'occurrence la DEAL, qui va suivre au nom du maire, c'est comme ça, ce sont les textes, qui va accorder les permis de construire ou refuser les permis de construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue de la gestion de l'espace, seul le centre-bourg et quelques parties actuellement urbanisées, mais reste à savoir lesquelles, pourront obtenir, ça on est à peu près sûr, un permis de construire en bonne et due forme. Autrement dit, tout ce qui est urbanisation de section redeviendra inconstructible. Et c'est là le hic, surtout lorsqu'on sait que morphologiquement, la commune du Gosier comportait un certain nombre de zones urbanisées de fait. Et de ce coup, il est bien évident qu'il y aura une réduction drastique des demandes d'autorisation en bonne et due forme, sauf, et ça c'est le code de l'urbanisme qui le prévoit, sauf si éventuellement des certificats d'urbanisme opérationnels avaient été accordés dans un délai inférieur à 18 mois. Et ça c'est très important de le dire. Donc, pour l'instant, de manière très pratique, pour ceux qui se posent des questions, il faut savoir que si vous avez sur les terrains pour lesquels vous avez des projets de construction et qui malheureusement vont faire l'objet d'un passage en RNU, si toutefois vous obtenez dans les mois qui suivent ou dans le mois écoulé, si vous avez eu un certificat d'urbanisme opérationnel qui a été rendu positif. Donc, c'est le certificat d'urbanisme, quand bien même que l'on sera sous le régime du RNU, on ne pourra pas vous refuser le permis de construire. Pourquoi? Parce que le certificat d'urbanisme opérationnel aura l'avantage de cristalliser les règles d'urbanisme. Il en est de même aussi si c'est une demande faite dans un lotissement pour lequel vous avez demandé un certificat d'urbanisme opérationnel. L'avantage, c'est que le certificat d'urbanisme opérationnel aura, là encore, le soin de cristalliser les règles d'urbanisme pour une période de 18 mois. Donc, voilà ce qu'il fallait savoir et pour répondre aux inquiétudes légitimes des pétitionnaires, dans la mesure où, d'ici mars 2021, la commune du Gosier va, hélas, se retrouver sous le régime du RNU. Et pour information, pour terminer, il faut savoir qu'il y a quand même de moins en moins de communes de Guadeloupe qui sont sous le régime du RNU. Mais ce qu'il faut surtout retenir, au-delà des préoccupations légitimes des pétitionnaires, du point de vue de l'intérêt général, c'est que tout pétitionnaire peut attaquer un PLU et il y a tout intérêt, effectivement, à bien suivre, bien gérer le document d'urbanisme pour éviter ce genre de situation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions ou préoccupations de pétitionnaires.
Merci, merci Monsieur Faro. Je pense que je ne sais pas si Monsieur Cieux est satisfait de la réponse, mais je pense que le gros est dit. Effectivement, ce sont des préoccupations aussi qui sont remontées hein, lorsque, avant même les élections, on nous posait la question de savoir, non pas du fait des pétitionnaires et du passage à un RNU, mais du fait du changement de municipalité. Est-ce que les projets lancés seraient poursuivis? Donc, effectivement, c'est une inquiétude qui concerne tant donc, les particuliers que, vous voyez, que sur le changement de municipalité, que sur la question du passage en RNU. C'est quelque chose qui remonte pas mal. Je pense que c'est un peu dans le même ordre d'idée qu'il y a une question sur les personnes, donc les projets de construction sur la commune du Gosier, donc c'est-à-dire les autorisations de permis de construire. Monsieur Faro y a répondu. Et la question, dernière question, c'est toujours le même sujet, c'est de savoir est-ce qu'on ne peut pas faire appel à la décision du juge qui freinerait le développement de la commune. Mais monsieur Faro y a répondu, mais parce que vous n'avez pas fait attention, je laisse à monsieur Faro le soin de compléter au besoin. Alors, est-ce qu'on peut, merci Axel, est-ce qu'on peut contrecarrer ou euh, attaquer ou appelons ça comme on veut, la décision du juge, à partir du moment qu'une décision de justice annulant un document d'urbanisme a été rendue par un tribunal administratif, eh bien, la décision a été rendue. On peut toujours l'attaquer, mais à partir du moment que c'est exactement comme un PLU, hein, ça marche dans les deux sens. À partir du moment qu'un PLU est approuvé et opposable au tiers, on peut toujours l'attaquer, mais en attendant, le PLU, il est approuvé et opposable au tiers. Idem, à partir du moment qu'un PLU a été annulé, il reste annulé et on peut toujours, le justiciable a toujours le moyen de pouvoir contre-attaquer, je cherchais le terme, une décision, mais les effets sont là. Donc les effets étant là, il faut refaire le PLU et contre-attaquer ne va pas résoudre le problème, si ce n'est que de recommencer l'étude, hein, l'étude du PLU, et surtout recommencer de manière intelligente, à savoir là où ça posait problème, pour pouvoir faire en sorte que la commune puisse avoir la gestion et la maîtrise de son urbanisme réglementaire, puisque je rappelle, on a tendance à l'oublier, mais s'il est un domaine où l'État a vraiment décentralisé depuis les lois de décentralisation du 7 mars 82 et 18 juillet 85, c'est bien la compétence urbanisme. Ça, on a tendance à l'oublier. Et le fait de ne pas avoir un document d'urbanisme opposable au tiers, c'est particulièrement contraignant pour les pétitionnaires, même si du point de vue de la politique de projet, il y a des astuces qui permettent de poursuivre les projets. Très bien. Très bien, je pense que vous avez répondu aux questions. Une dernière question à M. Faro. Il est 4 heures, on va pas tarder à clore. Le coût de cette opération est-elle à la charge de la commune? Il n'a peut-être pas entendu M. Faro. Donc, la question, c'est est-ce que le coût de l'opération est à la charge de la commune? Oui, tout à fait. Le coût de l'opération est bien à la charge de la commune. Je n'avais pas entendu la question. Très bien. Merci, merci M. Faro. Donc, il est 4 heures. J'ai une remarque sur un projet d'aménagement de berge. D'accord. Et d'accord, sur la commune de Vieux Habitants, très bien. D'accord, sur l'entretien des berges, en fait. Alors, la question donc, des berges, en tout cas sur le projet qui nous concerne, hein,
c'est un problème avant d'être économique, c'est une question sanitaire, puisqu'effectivement, on a des installations spontanées le long des berges et effectivement, on n'a pas donc un système sanitaire au niveau de la gestion des eaux usées. Et effectivement, cette ravine va directement, par capillarité, toucher aux aquifères, toucher au sol et aussi toucher à la mer. Donc, on a justement sur ce projet-là des études qui sont faites, qui sont menées, et avec effectivement la question du pouvoir de police, la question d'outils coercitifs, puisqu'il y a une question de domanialité qui est importante, puisque effectivement la gestion suppose effectivement d'avoir une maîtrise foncière. Donc sur ce cas-là, effectivement, il y aura forcément donc, une identification, il y aura une maîtrise d'œuvre urbaine, peut-être sûrement sociale, selon la sociométrie, le profil sociométrique des personnes concernées, mais effectivement, il y aura une politique d'identification en termes de domanialité pour pouvoir s'enquérir de qui possède quoi, qui gère quoi, et ensuite, effectivement, prendre des décisions pour pouvoir mieux maîtriser, en fait, au niveau foncier, ces berges, et ensuite, dans un second temps, envisager donc, leur gestion, que ce soit par une AOT, que ce soit par un autre outil, mais effectivement, ça, ce sera au niveau du post-projet. Donc, pour l'instant, on est encore enfin, post-projet, en tout cas, à la phase donc, de transcription, de concrétisation. Et là, on est pour l'instant toujours dans la phase donc, entre la phase vision et la phase ambition et transcription. Donc, vision, c'est la phase où effectivement on a l'idée. Ensuite, on la traduit, on la confronte en tout cas au bon vouloir et aux velléités du politique. Donc, c'est la phase ambition. Lorsqu'on a croisé la vision politique et la faisabilité du technicien, on tend donc vers la phase transcription, c'est-à-dire on écrit quelque chose, on écrit le projet, et ensuite, lorsque effectivement toutes les conditions sont réunies, non seulement au niveau technique, mais si on parle d'économie, la question donc, de l'ingénierie du projet, la réflexion, on a parlé de GPEC, etc. Et tout. Là, en fait, on va arriver à la phase concrétisation. Donc, très peu d'AUD sont arrivés à ce stade. La plus avancée, je le rappelais, c'est celle de Morne-à-l'eau, où effectivement on est à la cheville entre transcription et concrétisation. Donc je suppose, je ne sais pas si on a répondu un peu à vos questions. Et sinon, en complément, par contre, puisque j'y pense, c'est l'occasion d'en parler, sur la question de l'entretien des berges, mais plutôt dans une optique de protection de nature vraiment environnementale, hein, puisque je parle de sécurité. Il y a un projet qui est le projet Protégé, qui est lancé depuis quelques temps. Et effectivement, il y aura des sites pilotes pour justement assurer un aménagement et une gestion des berges optimisée. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui se font depuis quelques années. Il y a des pratiques qui fragilisent en fait les milieux. Et donc, du coup, ce projet Protégé, porté notamment par le parc, ce me semble, visera justement à sécuriser ces espaces, donc ces berges, sur pas toute la Guadeloupe forcément, mais sur des sites bien identifiés, comme étant des sites pilotes, pour qu'effectivement ça se généralise dans un second temps. Donc je pense, j'espère en tout cas avoir répondu à vos questions, et on va arriver à la clôture. Alors, il n'y a personne vraiment à qui s'adresser, puisqu'effectivement, je disais, ce sont des sites pilotes qui sont choisis donc, par un comité de pilotage. Mais de mémoire, c'est le parc, en fait, c'est sur la zone en fait, sur laquelle le parc est en gestion, hein, qu'effectivement, qu'ils ont choisi des sites pilotes pour pouvoir gérer ces berges et aménager ces berges. Mais en tout cas, s'il y a des éléments complémentaires, on en prend note.
et on les mettra à votre disposition sur la plateforme qui résumera en fait toutes les interventions, toutes les questions et les réponses qui ont été posées dans le cadre de ces 2 jours de séminaire. Christiane, je suis content. Bien, alors je vais, c'est bon. Alors je vais vous remercier que ce soit les participants, que ce soit les intervenants et tous les contributeurs à ce webinaire. Mes collègues aussi, puisque vous avez vu en live, effectivement, qui ont pu réagir selon leur mission. Joël plus sur l'énergie, Monsieur Faro qui est plus sur l'urbanisme, et effectivement les autres collègues effectivement en bac qui sont là pour pouvoir réagir en dehors de ce webinaire sur des questions que vous pouvez vous poser sur des questions d'architecture, d'urbanisme, d'énergie, d'environnement, de patrimoine et de paysage. Avant tout, lorsque vous êtes une collectivité, mais aussi on travaille avec les particuliers, on travaille avec les scolaires, selon en fait les missions, dès lors que ça rentre dans le cadre de nos missions. Donc merci en tout cas d'abord aux porteurs du réseau que sont l'ADEME et le CAUE d'avoir permis et contribué à l'organisation de cette manifestation, ainsi que le CNFPT. Donc le CNFPT, donc, vous le verrez, qui fait partie des partenaires notamment pour son volet formation des territoriaux, parce que l'idée c'est, lorsque l'on met en valeur des bonnes pratiques, l'idée c'est de pouvoir les diffuser par la formation, donc le CNFPT. On a également la région, donc que j'excuse à nouveau, qui n'a pas pu intervenir lors de ces 2 jours de manifestation, mais qui en tout cas qui sera associé à la post-manifestation, c'est-à-dire à tout ce qui va être mis en ligne, diffusé par le site, donc par le biais du site, donc sur urbanismeguadeloupe.fr, donc www.urbanismeguadeloupe.fr, où vous aurez effectivement l'ensemble des livrables, des contenus liés à cette manifestation. Vous aurez également du coup les liens par rapport aux visites virtuelles qui ont été faites. Je rappelle, on n'a pas choisi le plus simple, puisque les 2 visites étaient contraintes par des impératifs donc de discrétion, on va dire, donc de confidentialité. On a essayé de vous présenter ce qu'on était en mesure de vous proposer avec les autorisations qu'on a pu avoir. Mais effectivement, selon les déblocages qui se feront, les validations qui se feront au fur et à mesure, on sera en mesure de vous présenter un peu plus sur ces 2 projets, donc la ferme aquaponique et du coup sur la technopole Audacia. Donc, je remercie du coup également, donc, au dehors de la région, le département qui fait partie de nos porteurs, de nos partenaires, pardon, l'ADEAL, qui est notre partenaire, notamment parce que l'AUD, c'est un facilitateur d'écoquartiers, on le dit assez souvent comme formule. C'est-à-dire qu'avant de tendre vers l'excellence de l'écoquartier, le plus aisé, entre guillemets, pour une collectivité, c'est de passer par la démarche AUD, donc approche urbaine durable, qui permet justement de faciliter en fait l'obtention de ce label. Donc, l'ADEAL, on en a parlé. On a également, en termes donc, de partenaires, on a également en tant que partenaire événementiel, donc conjoncturel, le Pôle emploi, qui a grandement participé, grandement contribué à cette manifestation. Donc on remercie donc son directeur, Monsieur Pellevoisin, Monsieur Boa, Madame Étienne, Monsieur Chanlot, en fait, peut-être que j'en oublie sûrement, mais on les remercie en tout cas pour leur contribution. La Caisse des dépôts et consignations, donc Banque des territoires, aussi pour des contributions scientifiques sur cette manifestation. Et enfin, on remercie, avant nos intervenants, on remercie Guadeloupe Tech, effectivement, qui nous a
via son coprésident, donc Kenny Chamougon, qui a contribué à la bonne tenue de cette manifestation. Au niveau des intervenants, merci à Sané Léo Petroni là aujourd'hui, donc de Curaçao, et au docteur Marcia Brandon pour la qualité de l'intervention et leur disponibilité. On remercie Simon Lewis donc, pour l'intercession, puisque c'est le cas sur l'intercession avec ses deux invités. Et effectivement, comme je disais en post-manifestation, vous aurez aussi accès à d'autres contributions, mais de personnes qui ne sont pas intervenues, mais d'autres contributions. Je pense notamment à des intervenants qui sont spécialistes en e-économie. Donc, vous aurez accès à tout ça sur le site internet, donc urbanisme-guadeloupe.fr. Et puis, on a donné la primeur aux invités, mais on remercie bien évidemment les contributeurs locaux, donc qui ont été sur les 2 journées, monsieur, pardon, son nom m'échappe, mais en tout cas, ça va me venir, mais en tout cas, des intervenants sur la journée 2, donc, que sont Kenny Chamougon, que sont Gaël Musquet, qui ont apporté donc, leur éclairage sur la question donc, du numérique, ainsi que les intervenants d'hier, donc, essentiellement donc, Pôle emploi, sur justement donc, l'intelligence économique. En termes d'intercession aussi, on remercie Cap Excellence qui a favorisé l'accès à des contacts, l'accès à des sites, donc qui en tant que justement que gestionnaire en fait, avec l'habitation économique qui était un partenaire, qui a été partenaire de cette manifestation. Donc j'espère n'avoir oublié personne. Merci en tout cas aux participants et n'hésitez pas à me contacter, donc à aller sur le site urbanisme-guadeloupe.fr d'ici la semaine prochaine pour avoir accès au contenu. Et également, donc, n'hésitez pas à me contacter directement s'il y a des questions, peut-être par mon mail, donc, qui est en copie, donc des mails qui vous ont été adressés, ou par téléphone, donc au 090 29 40 29. Voilà, merci à tous. Une bonne rentrée à ceux qui prennent la route. Et puis, on se dit, en termes d'événements annuels, on se dit rendez-vous l'an prochain. Donc, la thématique de l'an prochain n'est pas encore définie. On a parlé déjà de l'eau, on a abordé le réchauffement climatique. N'hésitez pas peut-être aussi à proposer des suggestions pour le séminaire, le webinaire, on espère séminaire, puisque on préfère quand même le présentiel. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets. Et puis, bonne rentrée à tous. Et puis, à très bientôt. Et puis, de bonnes fêtes pour ceux qui fêtent en cette fin d'année. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.